Byblos, sur la côte libanaise. On s'implante à Byblos parce que Byblos est une ville riche. On est près de la mer et donc on décide de construire dessus une fortification. En cette période de tension, les croisés doivent construire vite. Et justement, Byblos a un avantage. C'est une ville à l'histoire millénaire qui est parsemée de temples antiques, théâtres et castromes. Pour construire vite, les croisés vont s'en servir de carrières de pierre. Ce qu'on voit souvent au Levant, c'est la réutilisation de matériaux de construction. De nombreux châteaux, même ceux qui sont construits dans des villes, sont souvent construits à proximité ou au milieu de ruines antérieures. Car si on dispose déjà de pierres taillées, on économise beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et donc à Byblos, où on construit la fortification, on l'a construit en plein dans le champ de ruines qu'avaient laissé les Romains, les Byzantins, parce que ça donne du matériel, des pierres, des colonnes, tout ce qu'il faut pour construire le château. Le château est entièrement construit en pierre de récupération et s'impose face à la mer. Avec ses 45 mètres de large et 50 mètres de long, il est massif et impressionnant. Il fait partie des plus prestigieux du pays du Levant. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa tour qui s'élève sur 22 mètres au-dessus du sol, une hauteur inhabituelle dans la région. Pourquoi le seigneur des lieux a-t-il commandé une telle tour? La première des choses qu'il veut construire, c'est un symbole de son pouvoir tel qu'il existe en Occident. Or, quel est le symbole du pouvoir du Seigneur? C'est la tour. Ils construisent donc un donjon qui ressemble un peu aux donjons que l'on pouvait trouver en France ou en Angleterre à l'époque. Sauf que ses voûtes et ses sols sont en pierre à la place des planchers en bois. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de bois. En tout cas, pas de bois assez bon. Si les châteaux en Occident ont des charpentes en bois, les croisés adaptent leur construction aux matériaux disponibles. Je pense que c'est l'un des aspects remarquables de l'Orient latin et de ses colonisateurs. Ils ont su s'adapter aux conditions locales. Et comme le bois était beaucoup plus rare, ils ont appris les techniques de construction en pierre et ont su en faire bon usage. Une deuxième raison pousse les croisés à construire en pierre, se protéger du feu grégeois. Les armées du Moyen-Orient étaient très douées pour tirer des missiles enflammés, des flèches recouvertes de pétrole brut et de nafte sur les bâtiments. Il est donc très important de les rendre ignifuges. Cette technologie n'existait pas vraiment en Europe de l'Ouest parce qu'il n'y avait pas de pétrole brut, en tout cas pas assez. Mais au Moyen-Orient, elle existait. Donc, il fallait des voûtes en pierre pour les empêcher de brûler. Les croisés construisent avec une technique bien rodée, celle du mur fourré. Elle consiste à élever une première face avec des pierres bien taillées, puis une deuxième. Ils remplissent ensuite l'espace avec du fourrage, c'est-à-dire des chutes de pierre, du moellon, sur lesquelles ils viennent couler du mortier pour consolider le tout. Cette technique permet d'avoir des murs très épais et très rapidement. Ce qui permet d'avoir des techniques de construction bien maîtrisées et puis des chantiers qui avancent vite parce qu'il y a une même méthodologie. Là, on peut commencer à standardiser la production des moellons et puis à dérouler assise par assise tout en garantissant la stabilité. Mais la stabilité ne sera pas suffisante face à une technique d'attaque redoutable utilisée par les musulmans, le travail de sape. Le principe du minage ou de la sape consiste donc à creuser sous un mur. Puis vous étayez le tout avec des poteaux en bois. Vous remplissez ensuite cette cavité avec des combustibles. Vous mettez le feu à l'ensemble qui brûle à travers les étais. Le mur au-dessus perd son soutènement et s'effondre. C'est de loin la meilleure façon de faire tomber un mur de 4 ou 5 étages à l'époque médiévale. C'était vraiment la spécialité de leurs opposants et qui sont devenus des experts dans cette pratique-là. Comment mieux consolider les murs? Une fois de plus, les Francs vont trouver la parade dans les champs de ruines antiques. Byblos était parsemé de colonnes antiques. Il y en a toujours d'ailleurs. Ils n'hésitaient pas à les démolir, les transporter et les utiliser dans leurs fortifications. Ils vont prendre des colonnes antiques pour les placer sur la largeur des murs. Après chaque ligne,
ils mettent à nouveau du moellon et du mortier pour replacer une ligne de colonnes. Les murs étaient beaucoup plus solides en raison de la présence de ces colonnes de granit ou de marbre qui les traversaient. Si une partie du mur perd son appui, il est toujours soutenu par la colonne, car elle est encastrée dans la face arrière, ce qui empêche l'ensemble du mur de tomber. Résultat, les murs du château sont entièrement parsemés de colonnes antiques. Une fois de plus, les croisés font preuve d'adaptabilité et modifient leur façon de construire par rapport à ce qu'ils trouvent sur place. Les colonnes dans les murs, c'est une technique qui existe depuis l'époque musulmane. Les musulmans utilisent les colonnes en ce qu'on appelle en boutis, c'est-à-dire en travers, pour donner de l'assise à la fondation, pour lui donner plus de solidité. Et on les voit saillir de chaque côté. Donc c'est quelque chose que les croisés trouvent en arrivant. Chaque côté observe ce que l'autre fait. Il y a toujours un dialogue entre l'attaque et la défense. Et les adversaires trouvent les mêmes méthodes pour défendre les châteaux contre ces attaques. Donc les technologies s'échangent et passent les frontières religieuses et militaires. Les croisés s'adaptent à ces nouveaux lieux de vie. Et pendant un peu moins de 100 ans, les États latins se développent sur la Terre Sainte dans une paix relative. Mais la situation va se dégrader. À partir des années 1170, le climat change dans le Proche-Orient. On passe d'un état de paix armée à un état de menace permanente. Saladin, un sultan arabe, parvient à fédérer toutes les forces musulmanes, à créer une armée puissante, et il déclare la guerre sainte contre les croisés. On le sait, une fois que l'Égypte et la Syrie sont unifiées sous Saladin en 1174, les ressources qui peuvent être réunies pour combattre les Francs deviennent colossales. Elles sont bien plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc pour se défendre contre elles, on a besoin de châteaux plus grands, des châteaux plus solides, qui peuvent simplement tenir plus longtemps, car on ne peut plus compter sur la disponibilité ou la fiabilité d'une armée de secours. C'est une armée de moines qui va répondre à cette nouvelle demande. Les Templiers et les Hospitaliers. Ces ordres religieux sont dotés d'une foi à toute épreuve. Ils représentent l'élite en matière militaire et surtout ils ont un incomparable avantage par rapport à la chevalerie traditionnelle, l'argent. L'argent fait sans aucun doute une énorme différence. Les ordres militaires ont considérablement plus de ressources à leur disposition parce qu'ils peuvent compter sur tous les revenus qu'ils tirent de leur domaine en Europe. Avec tous les dons qu'ils reçoivent de là-bas, ils envoient de l'argent au Proche-Orient et peuvent l'utiliser pour construire des châteaux. Donc ça va changer le contexte de la fortification. Ça va tout changer en fait. Et d'un seul coup, on va passer d'une fortification que j'appellerais artisanale à une fortification professionnelle.